De nos jours, l'une des questions majeures qui préoccupent les entreprises et les organisations est comment gérer les résistances au changement. La raison est que tout projet entrepris par une entreprise ou une organisation apporte un changement puisqu'il assure un passage d'un état actuel à un état futur. Ce passage n'est pas sans conséquence puisqu'il change, transforme et parfois rompt avec les habitudes et bouleverse l'ordre établi. Or, tout changement rencontre de la résistance. Celle-ci se traduit par des réactions bloquantes comme l'inertie ou les révoltes et sabotages. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons aborder la résistance au changement. Nous verrons qu'est-ce que le changement et pourquoi le gérer, comment se manifeste la résistance au changement, et enfin, quelles sont les stratégies pour gérer ces résistances. L'accompagnement au changement est indispensable pour faire adhérer l'ensemble des participants à la nouvelle situation et atteindre les objectifs espérés d'un projet. Consultez les liens des articles mis en description et téléchargez les modèles fournis pour vous en inspirer dans votre processus d'accompagnement au changement. Avant de commencer, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos explicatives et tutoriels en gestion de projet. Commençons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un changement ? Dans un contexte de changement, on passe d'un état d'équilibre connu et perçu comme stable vers un autre état supposé être stable, en traversant une zone d'instabilité. C'est justement cette transition qui est matérialisée par le phénomène du changement. Il existe deux principaux types de changements. Le premier type de changement est un changement réversible. Il impacte uniquement certaines parties de l'ensemble et peut être réversible. Le deuxième type de changement est un changement irréversible. Il concerne la mise en cause de l'état d'un système donné, l'impact est profond et le fonctionnement global concerne toute ou grande partie des éléments qui constituent cet ensemble. Il est irréversible et peut être nommé transformation. Voyons à présent qu'est-ce que la gestion du changement. De nos jours, on entend beaucoup parler de cette discipline, et pour cause, les changements sont devenus plus fréquents et plus rapides. En fait, la gestion du changement, appelée aussi conduite du changement, est un ensemble d'actions qui visent à accompagner un projet de changement au sein d'une entreprise. Son objectif est de favoriser la compréhension et l'adhésion par les collaborateurs des nouvelles règles imposées par le changement. En réalité, quelle que soit la performance technique ou l'avancée technologique qu'apporte un projet, si les utilisateurs n'adhèrent pas au changement, le projet échoue inévitablement. De ce fait, réussir un projet de changement nécessite beaucoup de réflexion et une démarche d'accompagnement. Il est donc nécessaire d'être très vigilant à la gestion du changement et de la prendre en considération dès la phase de planification du projet. Vous savez maintenant ce qu'est un changement et pourquoi il est important de l'accompagner de mesures pour le gérer et le réussir. Nous verrons maintenant ce qu'est la résistance au changement. La résistance au changement se traduit par un ensemble de réactions face au contexte de changement. Les plus courantes et naturelles sont la réticence ou encore la peur de l'inconnu. La démarche d'accompagnement consistera donc à apaiser les craintes pour diluer les résistances psychologiques au changement pendant la phase de transition entre la situation initiale et la situation finale. Ainsi, l'accompagnement au changement devra se faire à l'échelle individuelle, car on ne change pas une organisation, mais les individus qui la composent. Pour savoir comment accompagner les individus au changement, il faut comprendre les stades psychologiques que chaque individu traverse face au contexte de changement. On parle de la courbe du changement, aussi appelée courbe du deuil ou swing du changement. Selon cette théorie, tout individu passe par 5 stades psychologiques inévitables, plus ou moins longs et douloureux selon les cas, mais tous sont incontournables, à savoir le déni, la résistance au changement, la décompensation, la résignation et l'intégration. Voyons en détail chacune de ces étapes. Premièrement, le déni. La zone de confort est déstabilisée, sous l'emprise de nos émotions, on refuse totalement d'y croire ou d'accepter la nouvelle situation. Le déni est en réalité souvent accompagné par une léthargie et une incapacité à raisonner sereinement. Deuxièmement, le refus. Le changement devient une chose possible, mais pas souhaitable. L'individu va chercher à l'aménager pour le rendre moins inconfortable. Comme exemple de forme de résistance au changement, nous pouvons citer l'inertie, c'est le cas quand une personne ne dit rien, mais remet toujours le changement à plus tard. L'argumentation. C'est quand la personne discute le bien fondé du changement en ayant recours à la révolte pour prouver que le changement ne fonctionnera pas. Troisièmement, la déception. Cette phase de la courbe de résistance au changement s'apparente à une déception. L'individu comprend qu'il a perdu la bataille et se sent abattu. Elle peut se traduire par une perte de motivation et éventuellement par une fatigue morale et physique, car l'esprit est encore tourmenté par le changement en soi. Quatrièmement, l'acceptation. Lors de cette phase d'acceptation, l'individu adhère tout en étant contraint et forcé. Il n'est ni heureux ni dynamique. Il comprend qu'il ne peut rien y changer et qu'il faut accepter pour continuer à vivre. Ici, on est dans l'esprit de « j'accepte, mais j'ai encore besoin de temps ». Cinquièmement, l'adaptation. Cette dernière phase de la courbe de résistance au changement est l'acceptation. À ce stade, le changement ne se ressent plus.
C'est comme s'il n'avait pas eu lieu. Il est difficile de sortir seul de la résignation. Ceci dit, tout l'enjeu de l'accompagnement est d'agir suffisamment tôt, et particulièrement lors du passage au niveau des stades 1 et 2. Cela permettra d'éviter de s'éterniser dans le stade 3, ou du moins de limiter sa durée et ses dégâts. Notez que chaque individu dispose de sa propre horloge interne ou son rythme psychologique, dont il faudra tenir compte pour éviter les surprises et les réactions à chaud. Pour résoudre les défis rencontrés lors des étapes de la courbe du changement que nous venons de voir, je vous propose une démarche en 5 étapes que nous verrons plus en détail. Premièrement, réaliser une analyse d'impact. Deuxièmement, élaborer une cartographie des acteurs. Troisièmement, mettre en place une stratégie des alliés. Quatrièmement, élaborer un plan d'accompagnement. Cinquièmement, exécuter et piloter l'accompagnement. Voyons chacune de ces étapes de plus près. Étape 1. L'analyse d'impact. Une analyse d'impact est une analyse multidimensionnelle qui sert à anticiper et à évaluer les changements. Elle devra répondre aux questions fondamentales suivantes. Quoi, comment, qui, combien et où. Voici des exemples de questions à se poser. Le quoi. Quels sont les changements à venir? Quels aspects seront impactés? Le comment. Quel type ou nature d'impact? S'agit-il d'un impact positif qui se traduit par des gains ou d'un impact négatif qui se traduit par des pertes ou éventuellement pas d'impact? Notez que paradoxalement, même une population impactée positivement pourrait résister au changement pour des raisons multiples, comme le manque d'information ou de confiance. Le qui. Quelles populations sont impactées? Le combien. Quelle est la profondeur et l'intensité de l'impact? Est-elle faible, moyenne, forte? Et enfin le où. Sur quel lieu géographique se trouvera l'impact? Il est aussi intéressant de compléter l'analyse d'impact en sondant la perception de la population cible des changements à venir. On pourra utiliser un sondage sur un échantillon avec des questions du type « Comment voyez-vous ce changement ? Comment vivez-vous cette perspective ? Ou encore « Qu'est-ce qu'il vous apportera ?» Étape 2. La cartographie des acteurs. Dans le processus de gestion de la résistance au changement, la cartographie des acteurs consiste à identifier le niveau d'antagonisme des acteurs face au changement. Cette cartographie prend en compte 2 dimensions, à savoir la position et l'action. Position vis-à-vis du changement, pour, contre ou ni pour ni contre. Action pour le changement, les acteurs montrent-ils un soutien actif ou au contraire un soutien passif? La combinaison de ces dimensions conduit à identifier 8 catégories d'acteurs possibles comme suit. C1, les engagés, les personnes qui s'engagent pleinement dans l'action. C2, les opposants, ceux qui s'opposent clairement avec des arguments concrets. C3, les déchirés, ceux qui s'opposent avec des arguments défendables en montrant une certaine agressivité. C4, les hésitants, ceux qui observent la situation de loin et ne passent à l'action que lorsqu'ils le jugent nécessaire. C5, les passifs, ce sont les personnes qui montrent leur intérêt sans pour autant s'engager. C6, les inactifs, ils attendent de voir comment les choses évoluent. C7, les indécis, ceux qui changent d'avis rapidement, ce sont généralement des suiveurs. C8, enfin, les irréductibles. Ce sont les personnes qui se désintéressent totalement et qui sont la plupart du temps absents. Pour réaliser une cartographie des acteurs, assurez-vous de faire une réunion d'information sur le projet et ses impacts estimés par l'équipe projet, faire des rapprochements pour avoir une première tendance globale par équipe et par lieu. Notez que la clé de ce processus de cartographie réside dans la pertinence des questions utilisées dans les sondages ou questionnaires. L'équipe projet devra faire preuve de créativité pour concevoir des questions adaptées au contexte, aux enjeux, mais surtout à la culture de l'entreprise et à la typologie socio-professionnelle de la population cible. Étape 3. La stratégie des alliés. La stratégie des alliés définit la meilleure manière de se comporter vis-à-vis des acteurs identifiés. Chaque groupe d'acteurs aura besoin d'un type d'accompagnement spécifique. On devra donc construire une matrice d'action qui fera le mapping entre les catégories d'acteurs et les comportements adéquats. Voyons concrètement comment mettre en place cette carte des acteurs dans un fichier Word ou Excel. Catégorisez les acteurs en vous basant sur la cartographie des acteurs préétablis. Vous ressortirez avec les 8 catégories dont on a parlé auparavant. Ensuite, pour chaque acteur ou groupe d'acteurs, prévoyez les points d'appui à exploiter, les points de vigilance à observer et les recommandations d'action pour intervenir. Voyons les caractéristiques de chaque catégorie d'acteurs ainsi que les actions à prévoir. Les engagés sont prêts à prendre des responsabilités et contribuer au succès du projet. Cependant, ils risquent de perturber le management du projet car ils veulent s'impliquer partout. Il est recommandé de les écouter et de les impliquer prudemment. Ils pourront vous aider à influencer les hésitants. Les hésitants et les indécis sont potentiellement faciles à convertir en alliés engagés. Cependant, ils peuvent être une proie facile pour les autres groupes qui sont dans l'opposition.
Il est recommandé de leur consacrer du temps sur le terrain, identifier leurs motivations et leur faire des propositions concrètes pour les persuader du bien fondé du projet. Les passifs, eux, ne présentent pas de nuisances pour le projet, cependant il est difficile de les mettre en action pour devenir actifs. Ce sont en général des suiveurs. Le fait de leur demander de s'engager est une perte de temps. Il faut simplement leur montrer de l'intérêt par une proximité terrain. Les opposants défendent une position claire contre le projet avec des arguments. Ils sont ouverts au dialogue, cependant, ils ont un pouvoir d'influence sur les autres qui sont indécis ou hésitants. Il est recommandé de surveiller leurs actions de près et de dialoguer avec eux pour les embarquer le plus tôt possible, car ils deviennent des alliés très puissants. Les déchirés sont peu nombreux dans cette position très inconfortable et finissent par changer de position en début de projet. Cependant, ils peuvent facilement devenir des opposants actifs ou des irréductibles. Il est recommandé de les rassurer sur les impacts positifs attendus du changement et de rester à leur écoute en sondant leur morale pour agir au bon moment. Les irréductibles sont des opposants sans arguments valables. Ils ont en général des comptes à régler avec le passé dans l'entreprise ou avec le management. Ils sont potentiellement imprévisibles et nuisibles. En général, ils parlent beaucoup mais agissent peu. Il est donc recommandé de les surveiller de près pour contrecarrer d'éventuelles actions dangereuses. Il suffit de les ignorer pacifiquement, car ils finiront par embarquer tôt ou tard quand ils verront les autres le faire. Étape 4, le plan d'accompagnement. Un plan d'accompagnement est composé de 3 livrables. Le plan de transition qui regroupe les tâches à accomplir pour migrer progressivement vers la situation désirée. Il s'appuie sur les 2 éléments suivants, le plan de communication qui explique les véritables raisons pour lesquelles les changements sont inévitables en partant de la situation actuelle vers la situation désirée, et enfin le plan de formation qui a pour objectif d'apporter de nouveaux conforts aux collaborateurs, en supprimant les angoisses de l'inconnu. Étape 5, la mise en œuvre et le pilotage. Le pilotage consiste à évaluer et à apprécier si le changement souhaité est effectivement en cours de réalisation. La mesure d'efficacité des actions mises en place va se faire en utilisant le baromètre ICAP. Le tableau de bord ICAP est composé de 4 indicateurs complémentaires qui mesurent pour la population concernée les niveaux de progression selon les 4 dimensions décrites dans le tableau suivant, à savoir le taux d'information sur le projet, pour lequel on va mesurer le niveau de diffusion d'informations et la qualité du feedback reçu. Le taux de compréhension des enjeux du projet, pour lequel on mesure le niveau de réaction et la qualité des échanges. Le taux d'adhésion au projet, pour lequel on mesure le niveau d'engagement exprimé et visible sur le terrain. Et enfin, le taux de participation au projet, pour lequel on mesure le niveau d'implication dans les chantiers en cours. Ainsi, le taux d'adhésion au projet et le taux de participation au projet sont directement liés à la résistance au changement, car ils mesurent l'évolution de la position des acteurs. Comment sont obtenus ces indicateurs ? En pratique, ces indicateurs sont obtenus par le biais d'interviews, de remontées d'informations ou bien au moyen de sondages auprès de la population concernée. La moyenne simple ou pondérée des 4 indicateurs peut constituer un indicateur global du changement. Cet indicateur peut être représenté sous la forme d'un baromètre. Ainsi, la tendance d'évolution renseigne sur la pertinence des actions prises et permettra d'ajuster si besoin les actions d'accompagnement et la stratégie des alliés. Vous voici arrivé à la fin de ce tutoriel. Vous savez à présent pourquoi et comment gérer un changement, comment identifier les résistances au changement, et enfin quelle stratégie envisager pour la gérer. Les méthodes et outils partagés ont un caractère générique et peuvent être adaptés à vos contextes. Retenez bien l'esprit et la philosophie de l'approche et faites preuve d'innovation et de créativité pour l'implémenter et la déployer efficacement dans vos projets. Je vous récapitule dans l'article mis en description les étapes et points essentiels pour réussir cette activité en tant que chef de projet. Téléchargez les modèles suggérés dans les liens mis en description pour vous en inspirer. Faites part de vos commentaires, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences. Consultez plus d'articles sur notre blog bloggestiondeprojet.com pour apprendre et progresser en management de projet.